Bonjour à tous, dans ce 8e épisode, on va aborder ensemble les bascules et pour commencer la bascule RS. R pour reset et S pour set. La bascule RS a été inventée en 1918 par deux physiciens britanniques. Elle utilisait deux tubes à vide. Et comme vous vous en doutez, en 1918, c'était pas du tout pour des ordinateurs, c'était pour de la radiotélégraphie. Ça permettait de mémoriser des signaux brefs. Cette bascule RS permettant de figer, de mémoriser un signal, c'est en ce sens qu'elle est à l'origine des premières mémoires électriques. On peut donc la considérer comme l'ancêtre des mémoires de nos ordinateurs actuels, quand bien même ce n'est pas cette technologie de mémorisation qui avait été retenue. Pourquoi? Parce qu'une bascule à base de tubes à vide, elle avait trop d'inconvénients, c'était très volumineux, c'était très énergivore, et surtout elle était volatile, c'est-à-dire qu'elle se perdait dès qu'on coupait l'alimentation. C'est pourquoi ce sont les mémoires à tord de ferrite qui se sont vite imposées au début, car beaucoup plus pratique, petite, non énergivore et surtout non volatile, parce que ce type de mémoire était magnétique et pas électrique. Donc pas besoin de laisser en permanence le montage sous tension pour conserver les données mémorisées. Il a fallu attendre l'apparition des semi-conducteurs, donc des transistors, plus petits, moins énergivores, pour que la mémoire électrique à base de bascule refasse son apparition et détrône définitivement la tord de ferrite. Voyons maintenant le principe de fonctionnement d'une bascule RS. On va voir la plus simple, la bascule RS asynchrone, c'est-à-dire celle qui ne comporte pas d'horloge. Pour aider tout le monde à vite comprendre, j'ai fait deux montages. À gauche, il n'y a aucune bascule. À droite, il y a la bascule RS. Pour faciliter la compréhension, il n'y a aucun interrupteur, aucun bouton poussoir, c'est juste des contacts que je vais faire avec des fils. Ça, c'est un plan de masse. Ce plan de masse, il est relié au ground, c'est-à-dire au moins de l'alimentation. Et dès que je vais toucher ce plan de masse avec un fil, ça va fermer le circuit. Alors regardons sur le montage de gauche, sans bascule, je fais contact avec ce fil sur le plan de masse. Qu'est-ce qui se passe? La LED s'allume. Mais dès que je retire le fil, le circuit se rouvre et la LED s'éteint. Donc là, on voit que ce montage, il ne fige pas mon action. L'action crée une réaction, la LED s'allume, mais dès que je supprime l'action, la réaction s'annule et on retrouve la situation de départ. Donc là, il n'y a aucune mémorisation d'action. Maintenant, sur le montage avec bascule RS, le fil vert va servir d'action pour le set et le fil rouge, il va servir d'action pour le reset. Et nous, on va regarder ce qui se passe ici, sur la sortie Q de la bascule RS. Donc pour l'instant, la LED est éteinte. Quand je fais contact, hop, la LED s'allume. Et regardez, là, je ne fais plus contact. Donc quand bien même je ne fais plus contact, la LED verte reste allumée. Et bien sûr, si je refais des contacts, la LED était allumée, elle va rester allumée. Pour éteindre la LED verte, il faut que j'agisse sur le reset avec ce fil-là et que je fasse toucher ce fil sur la masse, même très brièvement. Et voilà, la LED s'éteint. J'ai fait un reset et quand bien même le fil ne touche plus la masse, le reset reste figé. Si je refais un contact avec le fil du set, hop, la LED verte s'allume et reste allumée. Et bien voilà, ça y est, on a créé notre toute première mémoire. Et comme vous pouvez le remarquer, il suffit d'un contact très très bref. Hop. Hop. Là, je reprends mon montage bascule RS asynchrone. Et cette fois, j'ai remplacé les fils par des boutons poussoirs pour des raisons pratiques. Et j'ai rajouté une LED rouge qui matérialise quand le reset est à 1. À gauche, j'ai la sortie Q. À droite, la sortie Q bar. Q bar aura toujours l'état inverse, logique, de la sortie Q. Grâce à ces deux LED, on voit mieux l'état des deux sorties. À gauche, quand la LED verte est allumée, ça veut dire que Q est à 1. Quand la LED verte est éteinte, Q est à 0. Et à droite, quand la LED rouge est allumée, ça veut dire que Q bar est à 1. Et quand la LED rouge est éteinte, Q bar est à 0. Quand j'appuie sur le set, la sortie Q passe à 1. Il n'y a pas besoin de rester appuyé, je rappelle, c'est un bouton poussoir, donc ça fait comme le fil de tout à l'heure, c'est juste un simple contact. On pourrait presque dire un front descendant, parce que je fais contact avec la masse. Q est à 1, Q bar est donc à 0. Et maintenant, quand je fais une impulsion sur le reset, hop, je fais basculer la sortie, c'est pour ça que ça s'appelle une bascule. Q passe à 0 et Q bar passe à 1. Alors par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inconvénient de ces bascules, c'est que leur mémoire est volatile. J'appuie sur le set pour faire basculer la sortie Q à 1. Je coupe l'alimentation. Je remets sous tension. Et vous voyez, on a perdu la mémorisation, puisque Q maintenant est revenu à 0. Alors cette bascule RS étant asynchrone, c'est-à-dire sans signal d'horloge sur son entrée, la sortie
va basculer systématiquement et instantanément dès qu'on agit sur les entrées set ou reset. Il n'y a pas de condition de timing. Dès qu'on fait une action, on a une réaction. Et là, mine de rien, on vient de se créer une mémoire à 1 bit. C'est incroyable, hein? L'ordinateur commence à avoir un petit peu moins de secrets maintenant pour nous, parce qu'on a vu comment électroniquement additionner 2 bits, comment faire une horloge, et maintenant comment mémoriser 1 bit. C'est magique. Vous voyez maintenant le symbole de cette bascule RS asynchrone. Voici le signal de la sortie Q à l'oscilloscope. Là, je suis avec une sortie à 0. Donc le 0, il est ici. Et j'ai en échelle verticale 1 carreau égale 1 volt. Donc là, maintenant, je fais un 7. On voit que la sortie bascule à l'état haut. Et on a à peu près 3,2 volts. Si je fais un reset, la sortie repasse à l'état bas. Je refais un 7. Et là, vous allez voir, si j'enlève la LED, le fait de mettre une LED sur la sortie, ça m'abaisse les états hauts. Si j'enlève la LED, vous allez voir, hop, je l'enlève, et voilà. Là, l'état haut, il monte à un peu plus de 4,5 volts. Donc après, tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut vraiment un état haut d'une sortie de bascule proche du 5 volts, il vaut mieux ne pas mettre des LED. Les LED, c'est vraiment pas nécessaire, hein. C'est tout simplement pour vous aider à matérialiser l'état des sorties de la bascule. Voyons maintenant le schéma de ce montage. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On a juste 2 transistors NPN. Moi, j'utilise des BC547, collecteur bas émetteur, collecteur bas émetteur. On a ici les 2 boutons poussoirs, celui du set, celui du reset. Les 2 LED. Les LED, ça n'est pas obligatoire. Moi, je les ai mis pour aider à visualiser les états de sortie. Les V-out sont ici, un là, l'autre là. Ici, Q et ici, Q bar. Du fait que j'ai mis une LED et une résistance ici, j'ai un état haut qui est seulement à 3 volts. Mais si je ne mettais pas la LED, j'aurais ici quasiment 5 volts en état haut et un 0 volt en état bas. Pareil pour ici. On voit les résistances, 1K, 1K, 10K, 10K. On voit que les 2 boutons poussoirs sont reliés à la masse du circuit, au ground, ce qui a pour effet que quand un bouton poussoir est activé, ça va relier la base du transistor en question à la masse, et du coup ça le rendra bloquant. On va tout de suite regarder avec un exemple. Par exemple, si j'appuie même très brièvement sur le 7, ça va mettre la base du transistor Q1 à la masse. La base de ce transistor n'étant plus alimentée, ce transistor va devenir bloquant. Ce transistor devenant bloquant, la tension à ce point-là va s'élever, et ça aura un double effet. Ça viendra allumer la LED, puisque le courant pourra passer comme ça, et en même temps du courant pourra venir alimenter la base de ce deuxième transistor. On voit qu'il y a un effet d'interaction entre les 2 transistors. Dès que celui-ci devient bloquant, ça a pour effet de rendre celui-ci passant. Et dès que celui-ci va avoir du courant sur sa base, donc il va devenir passant, et bien dès qu'il va devenir passant, ce point-là va se retrouver électriquement quasiment relié à la masse, parce que ce transistor est passant, donc il va se comporter, pour faire simple, comme un simple fil, ce qui fait que ce point-là aura quasiment du 0 volt, et là il y aura également un double effet, la LED ici sera éteinte, puisque ce point-là sera au 0 volt quasiment, et en même temps ce 0 volt va aussi se retrouver sur la base de ce transistor, ce qui aura pour effet de fixer ce transistor en mode bloquant. Parce que je rappelle, c'est quand on avait appuyé ici sur le 7 qui avait rendu ce transistor bloquant, puisque sa base était reliée à la masse, mais le fait de le rendre bloquant, ça conforte le fait qu'il soit bloquant à travers la contre-réaction ici. On voit qu'il y a vraiment interaction systématique entre les 2 transistors. À chaque fois qu'il y en a un qui devient bloquant, il rend l'autre passant, et inversement, quand celui-ci devient passant, il rend celui-ci bloquant. Quand on va agir sur le reset, là cette fois c'est la base de ce transistor qu'on va mettre à la masse, ce qui aura pour effet instantané de rendre ce transistor bloquant. En devenant bloquant, ce point-là va avoir sa tension qui va s'élever, et du coup il y a du courant qui pourra venir ici alimenter la base de ce transistor qui lui va redevenir passant. Et en redevenant passant, la tension de ce point-là va se rabaisser quasiment au ground, et du coup on va retrouver également ici du 0 volt. On voit bien qu'il y a interaction entre Q1 et Q2 via les segments collecteur de Q1 relié à la base de Q2 et collecteur de Q2 relié à la base de Q1. On voit bien que quand on avait agi sur le 7, ça avait rendu ce transistor bloquant, mais quand bien même l'action qu'il avait rendu bloquant n'existe plus, c'est-à-dire quand on relâche le bouton poussoir, Q1 va rester bloquant à cause de son interaction avec Q2, qui lui, en devenant passant, continue de relier ce point-là à la masse à travers lui. Donc quand on agissait sur le bouton poussoir, la base de Q1 était à la masse
par ce chemin-là. Mais après, quand bien même on relâche le bouton poussoir ici, la base de Q1 va rester à la masse, mais cette fois par ce chemin-là, à travers Q2. On vient de voir la bascule RS asynchrone, mais il existe aussi des bascules RS synchrones. Celles-ci ont en plus une broche d'horloge clock sur leur entrée. Si la bascule synchrone fonctionne avec des niveaux d'horloge, on parle de bascule transparente. Les actions set ou reset sont prises systématiquement et instantanément en compte tant que l'entrée clock reste à 1, et par contre, tant que clock restera à 0, set et reset seront totalement inopérants. Et puis si la bascule synchrone fonctionne avec des fronts d'horloge, on parle alors de bascule flip-flop. Les sorties ne pourront basculer que si set et reset sont activés en même temps qu'un front d'horloge. Dans tous les autres cas, les sorties resteront figées dans leur dernier état, quelle que soit l'action qui sera faite sur le set ou le reset. Je ne vais pas développer davantage les bascules synchrones ici, je l'aborderai dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, on verra la bascule D transparente, appelée aussi verrou ou latch. Ici on a la sortie Q, ici à droite la sortie Q bar, en bas à gauche le data, en bas à droite l'horloge clock. Tant que l'horloge est à 0, les actions sur le data sont inopérantes. On voit que les sorties Q et Q bar ne changent pas. Par contre, dès que je mets l'horloge à 1, chaque action sur le data se répercute instantanément sur la sortie. Là je mets le data à 1, j'ai la sortie Q à 1. Je mets le data à 0, j'ai la sortie Q à 0 et donc la sortie Q bar à 1. Clock à 0, data inactif. Clock à 1, data actif. Allez, à bientôt pour la suite. Bye bye.